Ethan Crawford était assis seul dans l'obscurité de son salon, méditant sur la façon dont la trahison blesse le plus profondément lorsqu'elle vient de la personne en qui l'on a le plus confiance. Quelques heures plus tôt, il pensait avoir tout, un poste respecté chez Garrison Financial Advisors avec un excellent salaire, une maison confortable dans une banlieue tranquille de Chicago et une épouse aimante. Les deux premiers éléments restaient intacts, mais le troisième était désormais remis en question. Il pensait à sa vie avec Vanessa, sa femme depuis près de 5 ans. Ils s'étaient rencontrés peu après qu'elle ait rejoint l'entreprise où il travaillait, Garrison Financial Advisors, une société qui aidait les petites et moyennes entreprises à gérer leurs finances et leurs investissements. Comme beaucoup de nouvelles recrues, elle avait commencé au service de soutien administratif, gérant le travail de bureau détaillé essentiel à leurs opérations. De là, elle était devenue l'assistante exécutive de Dylan Garrison, le patron d'Ethan, il y a environ 7 mois. Ce n'était pas une coïncidence si le nom de famille de Dylan correspondait au nom de l'entreprise. Son grand-père avait fondé Garrison Financial des décennies auparavant et l'avait transmise à son fils, Robert, l'actuel PDG. Robert avait fait entrer son fils, Dylan, dans l'entreprise après l'université, quelques années auparavant, en le faisant commencer au niveau débutant afin qu'il puisse apprendre le secteur depuis la base. Dylan avait appris rapidement et avait été promu directeur régional, relevant directement de Robert et du conseil d'administration. Finalement, Dylan deviendrait probablement PDG, mais ce n'était pas pour tout de suite. Ethan aimait et respectait Robert. L'homme plus âgé avait été pour lui une sorte de figure paternelle, l'aidant à reprendre une vie civile après son service militaire. Ils s'étaient rencontrés pendant qu'Ethan terminait sa rééducation. Robert venait de terminer une réunion du conseil d'administration à l'établissement et s'était arrêté pour observer l'ancien analyste des services de renseignement en train de suivre sa routine de physiothérapie. Robert avait vu le potentiel d'Ethan et l'avait invité à déjeuner ce jour-là. Ils avaient discuté de beaucoup de choses pendant cette rencontre et Robert avait été impressionné d'apprendre qu'Ethan avait obtenu son diplôme de commerce de 4 ans juste avant son déploiement. Robert lui avait offert un emploi sur le champ. Surpris mais reconnaissant, Ethan avait accepté et avait commencé le lundi suivant. C'était il y a près de 8 ans. Ethan avait terminé sa thérapie et s'était concentré sur son travail, suivant des cours du soir pour obtenir son MBA. Puis Vanessa était arrivée. Il avait été captivé par elle dès leur première rencontre. Après s'être assuré auprès des RH qu'il n'y aurait aucune violation de politique, il l'avait invitée à sortir. Ils étaient sortis ensemble pendant plusieurs mois, étaient tombés amoureux et s'étaient finalement mariés. Robert les avait surpris en payant leur lune de miel à Hawaï. 3 ans après leur mariage, Robert avait intégré Dylan à l'équipe. Ethan avait espéré qu'un peu de la sagesse et de l'intégrité du vieil homme aurait déteint sur Dylan, mais il avait vite appris le contraire. Dylan aimait rappeler aux gens qui était son père et qu'il occuperait un jour le bureau d'angle au dernier étage. Il avait réussi à s'aliéner presque tout le monde autour de lui. Un jour, Robert avait parlé en privé à Ethan de son fils, exprimant des préoccupations qu'Ethan avait déjà entendues de la part d'autres personnes. « Tu sais, je devrais le nommer directeur régional un jour ou l'autre, » avait dit Robert. « Je compte sur toi pour donner l'exemple. Peut-être pourras-tu aider Dylan à s'adapter à ce rôle. Penses-tu pouvoir faire ça? » « Je pense que oui, Robert. Ce ne sera pas facile, par contre. » « Quelle est ton évaluation honnête de lui ?» avait demandé Robert. « N'oublie pas que c'est mon fils. Mais dis-moi la vérité sans détour. » « D'accord, je le ferai, » avait dit Ethan prudemment. Il est trop imbu de lui-même pour être vraiment efficace. Il n'écoute pas les autres, passe trop de temps à avoir un comportement inapproprié au travail avec les femmes et aime se vanter de son nom. Vanessa me dit qu'il est pratiquement une plainte pour harcèlement en puissance. Non seulement il dépasse les limites avec les employés, mais il semble prendre plaisir à en parler. Robert avait secoué la tête. Je le craignais. Sa mère l'a gâté dès la naissance et lui a laissé tout passer. J'avais espéré que l'intégrer à l'entreprise l'aiderait à mûrir. Je vais lui parler. Il fit une pause. Alors, quand Bill prend-il sa retraite? Bill Patterson, l'actuel directeur régional, était dans l'entreprise depuis des années, et tout le monde le respectait. Il parlait de prendre sa retraite et avait acheté une propriété dans le nord de l'Idaho où lui et sa femme pourraient. NT profitait de leurs dernières années pendant qu'il était encore assez jeune pour l'apprécier. Dans les 6 prochains mois, avait répondu Ethan, il est décidé. Personnellement, je ne le blâme pas, Robert était parti en promettant de rester en contact, et Ethan savait qu'il tiendrait cette promesse.
Il y avait d'autres choses qu'Ethan avait remarquées chez Dylan et qu'il n'avait pas mentionnées à Robert. Avec le recul, il réalisait qu'il aurait probablement dû le faire. Bill avait pris sa retraite quelques mois après cette conversation, et Robert avait nommé Dylan au poste. Dylan avait rapidement apporté des changements. Certains étaient des améliorations, mais Ethan en remettait d'autres en question. Il continuait à faire son travail et essayait de ne pas laisser Dylan le déranger trop. Dylan avait changé en s'installant dans son rôle, mais Ethan n'aimait pas ce qu'il voyait. Dylan avait tendance à micro-gérer, irritant souvent les membres de l'équipe les plus expérimentés. Il aimait aussi faire passer les gens d'un poste à l'autre, les préparant parfois à l'échec. Un jour, il y a un peu plus de 7 mois, Dylan était entré dans le bureau d'Ethan et s'était affalé sur la chaise en face de lui pendant qu'Ethan était en communication avec un client. Quand Ethan avait raccroché, il avait levé les yeux pour voir Dylan lui sourire d'un air suffisant. « Que puis-je faire pour toi, Dylan ?»« J'ai pensé à embaucher une nouvelle assistante exécutive, » avait dit Dylan. « Je pense que Vanessa conviendrait parfaitement à ce rôle. »« Ma femme, Vanessa ?» avait demandé Ethan. Dylan avait hoché la tête, le sourire suffisant ne quittant jamais son visage. « La même. »« Qu'est-ce qui ne va pas avec Gretchen ?» Gretchen Wilson avait servi d'assistante exécutive à Bill pendant des années. « Rien. Elle prévoit de prendre sa retraite bientôt, et le bureau aurait besoin d'un peu d'énergie nouvelle. » Dylan s'était adossé. « As-tu parlé à Vanessa de ça ?»« Pas encore. Je voulais d'abord vérifier avec toi. »« J'apprécie, mais pourquoi ?»« Je voulais savoir comment elle est. »« Après tout, tu vis avec elle. » Le ton de Dylan avait légèrement changé. Est-elle difficile et exigeante? Ou est-elle du genre joyeux et optimiste, sérieuse ou joueuse? Je veux savoir dans quoi je m'engage si je la recrute. Ethan n'aimait pas la tournure que prenaient les choses. Eh bien, Dylan, tout d'abord, Vanessa et moi avons un mariage très heureux, et oui, elle est merveilleuse à côtoyer. Deuxièmement, elle est mariée à moi. Troisièmement, c'est une professionnelle. Si tu penses qu'elle est qualifiée, propose-lui le poste. Qu'elle accepte ou non dépend d'elle, mais le plus important à retenir est ceci, elle est mariée à moi. Il s'était délibérément répété pour clarifier sa position. Je comprends, avait dit Dylan. Tu as probablement entendu les rumeurs et tu es inquiet. Je le serais aussi si j'étais marié à quelqu'un d'aussi beau que Vanessa. Le poste exigerait des déplacements, parfois avec nuitée. Cela te convient-il? Je fais confiance à ma femme, avait dit Ethan. Si elle accepte le poste en sachant que cela en fait partie, alors elle comprend les limites et j'attends de toi que tu respectes ces limites dans mon mariage. Bien sûr, Ethan, tu sais que mon père et moi te respectons. Crois-moi, je ne ferai jamais rien pour vous séparer, Vanessa et toi. Le sourire suffisant de Dylan était resté. Qui sait, il pourrait même y avoir une promotion pour toi aussi. Cette nuit-là, Ethan avait parlé avec Vanessa pendant qu'elle finissait de préparer le dîner. As-tu parlé à Dylan aujourd'hui, avait-il demandé. Oui, il a mentionné vouloir que je sois sa nouvelle assistante exécutive. Qu'en penses-tu? Eh bien, cela impliquerait des déplacements et probablement des heures tardives, mais cela vient aussi avec une belle augmentation. Nous pourrions certainement utiliser cet argent supplémentaire, surtout si nous voulons avoir des enfants un jour. Pourquoi es-tu inquiet? Je me souviens que tu m'as dit que Dylan était une plainte pour harcèlement en puissance. Ressens-tu toujours cela? Je mentirais si je disais que je n'étais pas un peu inquiète, avait-elle admis. J'entends les rumeurs, mais me fais-tu confiance? Bien sûr, je te fais confiance, avait-il dit. Mais je lui fais confiance aussi peu que je pourrais le lancer. Il est passé à mon bureau aujourd'hui pour se renseigner sur toi, sur comment tu vas à la maison. J'ai trouvé cela inapproprié. C'est juste comme ça qu'il est. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que tu étais merveilleuse à côtoyer et je le pensais. J'ai aussi clairement indiqué que toi et moi étions mariés et heureux, et je m'attends à ce qu'il respecte cela. Je n'en attendrai pas moins, avait-elle dit. Alors, es-tu d'accord pour que je prenne le poste? Je pense que oui, avait-il répondu. Il s'était couché cette nuit-là et avait partagé un moment intime avant de s'endormir. Elle avait pris le poste et, comme prévu, elle était absente au moins une fois toutes les 2 semaines, jusqu'à 2 jours à la fois. Elle travaillait aussi tard au moins 3 soirs par semaine. Ethan avait géré la situation du mieux qu'il pouvait et avait fait tout son possible pour soutenir Vanessa dans son nouveau rôle.
Il observait attentivement mais ne vit rien qui suggère qu'elle était autre chose que professionnelle. Puis l'impensable s'était produit. Il y a un peu plus de 3 mois, Robert avait subi un accident vasculaire cérébral massif dans son bureau. Les ambulanciers l'avaient transporté d'urgence à l'hôpital, mais il n'avait pas survécu à la nuit. Il était décédé sans reprendre connaissance. Toute l'entreprise était dévastée, et les funérailles étaient bondées de personnes en deuil. Ethan et Vanessa avaient été stupéfaits par la foule présente. Dylan avait pris la succession de son père. Sa mort signifiait qu'il s'installerait immédiatement dans le bureau de Robert pour prendre la direction de l'entreprise, mais le conseil d'administration en décida autrement. Ils estimèrent que Dylan était bien trop inexpérimenté pour ce rôle. Malgré ses objections véhémentes, ils firent venir Philip Morgan pour servir de PDG par intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant permanent puisse être trouvé. Dylan changea après cela. Il semblait déterminé à prouver qu'il était prêt à diriger. Il fit travailler Vanessa tard presque toutes les nuits et l'obligea à l'accompagner lors de voyages d'affaires hors de la ville presque tous les week-ends. Peu importait si Ethan et Vanessa avaient d'autres projets. L'emploi du temps était impitoyable. Les exigences pesèrent lourdement sur eux deux et leur mariage en souffrit. Pour commencer, leur vie intime disparut presque. Ethan remarqua également des changements dans l'apparence de Vanessa. Alors qu'elle portait normalement des tenues professionnelles, elle choisissait désormais des vêtements plus révélateurs. De plus, son attitude envers lui avait changé. Elle avait toujours été chaleureuse, amicale et respectueuse, mais elle était maintenant plus exigeante, irritable et faisait parfois des remarques cinglantes. Il pensa que c'était peut-être simplement le stress de son travail. Finalement, un dimanche, lorsque Vanessa revint d'un voyage de week-end à New York, il la fit asseoir pour une conversation. « Vanessa, il faut qu'on parle de quoi ?» Il y avait une pointe dans sa voix. « De nous. Je te vois à peine ces derniers temps. Cet emploi du temps que Dylan t'impose ne te tue pas seulement toi, il nous tue aussi. Nous devons prendre du temps libre et nous reconnecter. Je suis désolé, Ethan. Dylan a beaucoup de choses en ce moment. C'est la folie. Je n'y peux rien. Dis à Dylan que tu prends une semaine de vacances. Tu as le temps. Nous devons le faire si nous voulons survivre. Vanessa ne dit rien un instant, rassemblant ses pensées. Il pouvait dire que cela la perturbait aussi. Finalement, elle hocha la tête. Tu as raison. Une pause me ferait du bien. Dylan m'a épuisé ces 3 derniers mois. Je lui parlerai demain. Je te le promets. Fais-le, s'il te plaît. Le lendemain, Vanessa rentra à la maison plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des mois. Que s'est-il passé ? Demanda Ethan. J'ai parlé à Dylan comme promis, et il a convenu que nous avions tous les deux besoin de souffler. Il a dit que nous pouvions prendre la semaine prochaine si nous le voulions, à condition d'assister à une fête chez lui vendredi soir. Une fête ? Quel genre de fête ? Juste une petite réunion avec quelques-uns de ses amis. Ethan se sentit mal à l'aise avec cela, en partie parce qu'il n'appréciait pas Dylan, mais aussi parce que socialiser avec son patron lui semblait inapproprié. Comme le dit le proverbe, la familiarité engendre le mépris. De plus, il ne savait pas qui d'autre serait là. « Tu connais ces gens ?» demanda-t-il. « J'en ai rencontré quelques-uns. Ce sont principalement des amis d'université, mais 1 ou 2 travaillent pour des clients. Je ne sais pas qui d'autre vient, par contre. Je vois. Bon, d'accord, mais seulement si tu peux rentrer à une heure normale cette semaine. Tu peux faire ça ? Je pense que oui. Nous devons cependant travailler sur le compte Blackwell mercredi. Dylan a un dîner de travail avec eux et il veut que je sois là. Ethan était au courant du compte Blackwell Industries. C'était devenu une priorité après que Robert eut commencé à s'en occuper avant son AVC. D'accord, mercredi soir, ça va, mais le reste de la semaine, je veux que tu sois à la maison à une heure raisonnable. Elle sourit et passa ses bras autour de lui. Marché conclu, murmura-t-elle en l'embrassant. L'après-midi suivant, Dylan apparut dans le bureau d'Ethan et, comme d'habitude, s'assit sur la chaise en face de lui. Comme toujours, ce sourire narquois était sur son visage. « Que puis-je faire pour toi, Dylan ? Van me dit que vos US est partant pour vendredi soir. » Van, Ethan se demanda d'où cela venait. Il l'avait appelée ainsi une fois et elle lui avait clairement fait savoir qu'elle détestait ce surnom. Oui, nous en avons discuté brièvement hier soir, à condition qu'elle rentre à une heure décente le reste de la semaine.
Nous avons bien ce dîner de travail avec Blackwell mercredi, mais je promets aucune autre nuit tardive. Quel genre de fête est-ce? Et qui sera là? Juste une rencontre décontractée. Quelques vieux amis de fac seront là. L'un d'eux travaille pour un client, mais ce n'est rien d'extraordinaire. Venez décontracter. Vous n'avez rien à apporter à part Van. Bien sûr, Ethan hocha la tête. Mais Dylan n'avait pas fini. Au fait, Ethan, dit Dylan, faisant grimacer Ethan intérieurement. Tu avais raison. Van est merveilleuse à travailler avec. J'apprécie que tu la laisses consacrer le temps nécessaire à son travail sans lui causer de problème. Elle est très douée dans ce qu'elle fait. Franchement, je serais perdu sans elle. Ethan ne savait pas comment prendre cela. Je suis content que tu sois satisfait de son travail, Dylan. Une chose, cependant. Qu'est-ce que c'est? Tu l'appelles Van devant elle? Bien sûr. Pourquoi? Juste par curiosité, c'est tout. Ce soir-là, il en parla à Vanessa pendant le dîner. Tu laisses Dylan t'appeler Van? Je me dis que c'est mon patron et qu'il peut m'appeler comme il veut. Pourquoi? Ethan laissa tomber, mais cela l'irritait toujours. Le reste de la semaine se passa bien, sauf pour mercredi soir. Elle était rentrée à l'heure. Ils furent intimes à chaque occasion. Vendredi après le travail, Ethan enfila un jean et une chemise décontractée et regarda Vanessa se préparer pour la fête. Il remarqua la robe qu'elle avait choisie. Il ne l'avait jamais vue auparavant et se demanda quand elle l'avait achetée. Elle était bien plus courte que ses autres robes et révélait pas mal de peau. Il remarqua aussi qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. « Waouh, tu es incroyable. Peut-être devrions-nous rester à la maison, dit-il. Elle sourit. Non, non, après que nous serons rentrés. Au fait, où as-tu eu cette robe? Je ne l'ai jamais vue. Elle ne me semble pas très décontractée. Je l'ai achetée la dernière fois que nous étions à New York. Dylan m'a demandé de la porter ce soir. Bien sûr qu'il l'a fait. Mais fais attention. Quelqu'un pourrait mal interpréter les choses, dit-elle en riant. Je ne pense pas. Tout le monde connaît ses limites. Ils ont intérêt, dit-il en la serrant dans ses bras. Il commença à l'embrasser, mais elle recula. Plus tard, je ne veux pas gâcher mon maquillage. Ils se rendirent en voiture à la maison de ville à 2 étages de Dylan dans un quartier chic de Chicago et sonnèrent à la porte. Dylan ouvrit la porte et les invita à entrer. 3 autres jeunes hommes, à peu près de l'âge de Dylan, entrèrent dans le salon. Dylan les présenta. Les gars, voici l'homme de la situation, Ethan Crawford. Dylan afficha un large sourire. Ethan, voici Scott Whitmore, Bradley Foster et Nathan Pierce. Nathan travaille pour Blackwell, au fait. Ethan serra la main des 3, se demandant ce que Dylan entendait par « homme de la situation ». Il se demanda aussi pourquoi Dylan n'avait pas présenté Vanessa. Les connaissait-elle déjà? Dylan tourna son attention vers Vanessa. « Mon Dieu, Van, tu es incroyable dans cette robe. Je savais que tu le serais. N'est-elle pas canon, les gars ?» Ils hochèrent tous la tête avec enthousiasme. Vanessa sourit et se tourna comme si elle modelait la robe pour eux. Ils sifflèrent leur appréciation. Ethan dut admettre qu'elle était magnifique, mais il n'appréciait pas la réaction de Dylan. « Où sont mes manières ?» demanda Dylan. « Tiens. Laissez-moi vous apporter quelque chose à boire. Van. Je sais que tu aimes le vin blanc. Et toi, Ethan? C'est bien pour moi aussi. Je ne bois vraiment pas beaucoup ces jours-ci. Très faible tolérance. » Ethan n'avait pas vraiment une faible tolérance à l'alcool. La vérité était qu'il aurait probablement pu boire plus que facilement. Il avait pratiquement arrêté de boire des années auparavant pendant son service militaire. Il était devenu violent en état d'ébriété et avait failli tuer un homme bien plus grand à main nue la dernière fois qu'il avait été vraiment ivre. Après cela, il jura que cela ne se reproduirait plus jamais. Pas de problème. Je reviens tout de suite. Dylan revint avec 2 verres et les tendit à Ethan et Vanessa. Vanessa prit une grande gorgée tandis qu'Ethan buvait à très petite gorgée. Son système d'alerte interne était activé, et il était déterminé à rester aussi sobre que possible. Quelque chose dans tout cela ne lui semblait pas correct. Dylan invita tout le monde à s'asseoir dans le salon. Ethan suivit Vanessa et remarqua qu'elle s'était assise sur un canapé 2 places.
Il commença à s'asseoir à côté d'elle, mais Dylan le devança. Désolé. Eh, mon pote, dit Dylan, faisant de nouveau grimacer Ethan. Force de l'habitude. J'ai l'habitude de m'asseoir de ce côté du canapé. Pas de problème, dit Ethan, en regardant sa femme. Elle le regarda en retour, mais il ne put déchiffrer son expression. Ils restèrent assis un moment à bavarder. Dylan regarda Ethan avant de parler. Mon père m'a dit que tu étais dans le renseignement militaire. C'est vrai? Ethan hocha la tête. Oui. J'ai servi 5 ans avant d'être réformé pour raisons médicales. Le renseignement? J'entends dire que ces gars-là sont de vrais professionnels. Tu as déjà vu l'action? Tu as déjà dû, tu sais, éliminer quelqu'un. Ethan hocha lentement la tête. Il détestait quand les gens posaient cette question. Oui, dit-il doucement. Voir le combat ou éliminer quelqu'un, demanda Scott. Les deux, dit Ethan. Vanessa le regarda, surprise. Il ne lui avait jamais rien dit de tout cela. Tu ne m'as jamais dit ça, dit-elle. Ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler, répondit-il. Ils continuèrent à parler, la conversation dérivant vers des sujets plus légers. Ethan sirota son vin lentement, prenant les plus petites gorgées possibles. Il observa Vanessa attentivement, notant combien elle buvait et à quel point elle semblait détendue avec Dylan assis si près d'elle. Après environ 1 heure, Ethan s'excusa pour aller aux toilettes. Juste au bout du couloir, première porte à gauche, dit Dylan. Ethan entra dans la salle de bain et verrouilla la porte derrière lui. Il se regarda dans le miroir, 1 million de pensées traversant son esprit. La principale d'entre elles était la suspicion grandissante que quelque chose n'allait pas du tout. C'était un analyste entraîné. Ce que Robert avait apprécié en lui depuis le début. Souviens-toi, mon fils, lui avait dit Robert à ses débuts, dans une affaire, il ne s'agit pas seulement de chiffres. Le diable se cache toujours dans les détails. Fais attention aux détails. Fais confiance à ton instinct, et tu ne te tromperas jamais. Ethan avait pris ces mots à cœur, et il lui avait toujours bien servi. Maintenant, il avait d'autres détails à considérer. Premièrement, il y avait la robe de Vanessa, ou plutôt son absence. Deuxièmement, il y avait l'interaction entre elle et Dylan. Troisièmement, sa familiarité avec les amis de Dylan. Ensuite, il y avait toutes les petites choses qu'il avait remarquées au cours des 3 derniers mois. Mis bout à bout, tout cela annonçait des problèmes. S'il avait raison, cela signifiait aussi la fin de son mariage. Il sentait que quelque chose allait se passer ce soir, et il savait qu'il devait obtenir des preuves. Il envisagea de simplement prendre Vanessa et de partir, mais il avait le sentiment que cela ne ferait que provoquer une dispute et accélérer l'inévitable. Il vit son téléphone portable dans la poche de sa chemise et remarqua l'objectif de l'appareil photo qui dépassait. C'est ça, pensa-t-il. Il sortit le téléphone et commença un enregistrement vidéo avant de le remettre dans sa poche, l'objectif pointant vers l'extérieur. Après être allé aux toilettes, il tira la chasse et se lava les mains. Il se ressaisit avant d'ouvrir la porte. En rentrant dans le salon, il remarqua que Vanessa se redressait soudainement. Il vit des résidus de poudre blanche sur son nez et réalisa ce qu'elle avait fait. Dylan avait aussi des traces de poudre blanche sur le nez, tout comme les 3 autres hommes. Il s'assit et prit son verre de vin, repérant immédiatement des granules non dissous d'une sorte de poudre au fond. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il rapidement, reposant le verre sur la table. Tout le monde le regardait. Il commença à dire quelque chose mais se sentit soudain très fatigué et incapable de former des mots cohérents. « Ça va » entendit-il Vanessa demander. Il la regarda, confus, incapable de parler. Dylan et les 3 hommes se levèrent. Vanessa se leva avec eux. Il les regarda tous, se demandant ce qu'ils allaient faire ensuite. Il essaya de se lever mais ne put pas. « Pourquoi tu ne ferais pas une petite sieste, Ethan » dit Dylan tandis que les autres hommes l'aidaient à poser ses pieds sur le canapé. Ethan était incapable de faire ou de dire quoi que ce soit. Il regarda autour de lui, cherchant quelque chose pour se soutenir, et sa vision commença à se brouiller. Il aperçut quelque chose qui brillait sur le canapé 2 places où Vanessa et Dylan avaient été assis, sa bague de mariage. Vanessa s'approcha et le couvrit d'une couverture. Il voulait la saisir pour se lever et courir, mais ne pouvait pas bouger ses bras. Elle se pencha et l'embrassa sur le front. « Je suis désolée, Ethan » murmura-t-elle à son oreille. « Je t'aime vraiment. » Incapable de garder les yeux ouverts,
Ethan tomba dans un profond sommeil. Quand Ethan se réveilla, l'endroit était sombre. Il se frotta les yeux et regarda autour de lui. Personne ne semblait être réveillé. Il écouta et dit rien d'autre que des ronflements venant d'en haut. Jetant un coup d'œil à son téléphone, il réalisa qu'il avait été inconscient pendant un peu plus de 3 heures. Il arrêta l'enregistrement vidéo et remit le téléphone dans sa poche. Il monta furtivement à l'étage et jeta un coup d'œil dans la suite parentale, restant dans l'ombre. Il vit Vanessa sur le lit de Dylan, ayant manifestement passé la nuit avec lui. L'un des 3 hommes était également là. Les 2 autres dormaient, l'un sur un canapé près de la fenêtre, l'autre dans un fauteuil inclinable surdimensionné. Il redescendit discrètement, la colère et la trahison brûlant dans sa poitrine. Il voulait découvrir ce qu'il lui avait donné, alors il fouilla dans la cuisine de Dylan jusqu'à ce qu'il trouve un récipient avec un couvercle à vis. Il versa le vin drogué de son verre dans le récipient et le ferma hermétiquement. De retour dans le salon, il sortit le porte-clés de Vanessa de son sac à main. Il remarqua une clé qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle ressemblait à une clé de maison, mais pas à une des leurs. Agissant sur une intuition, il la retira et la fourra dans sa poche. Puis il eut une autre idée et attrapa le téléphone de Vanessa, le mettant dans la poche de son pantalon. Il prévoyait de le consulter plus tard. Enlevant son alliance, il la posa délicatement sur le dessus de son sac à main, là où elle la verrait facilement. Il remit ses chaussures et se glissa vers la porte. Les détails, pensa-t-il. Il regarda autour de lui mais ne vit pas de système de sécurité ni de console près de la porte. Ouvrant la porte d'entrée, il essaya la clé qu'il avait prise du porte-clés de Vanessa. Elle s'adapta parfaitement, comme il l'avait suspecté. Il referma doucement la porte derrière lui, la verrouillant avec sa clé. Il monta dans sa voiture, fermant la porte aussi silencieusement que possible. Il recula de l'allée et partit, n'allumant ses phares qu'une fois dans la rue. Il eut une idée et s'arrêta dans un dépanneur. Il sortit son téléphone et chercha son ancien collègue, Trevor Daniels. Dans les services, tout le monde l'appelait Hawk en raison de ses compétences d'observation aiguisée. Après avoir quitté le travail de renseignement, Trevor avait créé sa propre entreprise d'enquête privée, et Ethan l'avait aidé avec les détails financiers. « Allô » répondit un Trevor endormi. « Hawk, c'est moi, Ethan. Désolé d'appeler si tard, mais j'ai besoin de ton aide. » « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as des ennuis ? » ?»« Pas vraiment. Peux-tu être chez moi dans environ 15 ou 20 minutes ? » ?»« Oui, bien sûr. »« Tout va bien ? Que se passe-t-il ? » ?»« Je préférerais ne pas en parler au téléphone. »« Compris. Je te vois dans environ 20 minutes. »« Merci, mon pote. J'apprécie. Et, on se couvre mutuellement, n'est-ce pas ? » Ethan ricana. « Toujours, frère. » Ils mirent fin à l'appel et Ethan regarda le magasin. Tant pis, pensa-t-il. Il acheta un pack de 12 bières et quelques paquets de cigarettes. Il n'avait pas fumé depuis qu'il avait quitté le service, mais à ce moment-là, il sentait qu'il devait faire quelque chose avant de frapper quelque chose ou quelqu'un. Il rentra chez lui et mit la bière dans son réfrigérateur, en prenant une pour lui-même. Il ouvrit un paquet de cigarettes et en alluma une, assis sur le canapé. Il utilisa un plat décoratif contenant leur photo de mariage comme cendrier. C'était un cadeau de mariage et Vanessa aimait le garder rempli de petites friandises. Il se fichait qu'elle se plaigne de l'odeur, surtout après ce qui s'était passé plus tôt. À peu près à ce moment-là, il entendit la sonnette. C'était Trevor. Il invita son vieil ami à entrer et lui offrit une bière. « Quoi de neuf, mec ?» demanda Trevor en ouvrant sa bière. Ethan le mit au courant de ce qui s'était passé plus tôt dans la soirée. « Nom de Dieu » dit Trevor quand Ethan eut fini. Ethan lui tendit le récipient contenant le vin drogué. « Tu penses pouvoir faire analyser ça ?» Trevor hocha la tête. « Oui, mais il faudra probablement attendre lundi ou mardi avant d'avoir les résultats. J'ai aussi besoin de tout ce que tu peux me trouver sur Dylan Garrison, Scott Whitmore, Bradley Foster et Nathan Pierce. Pierce travaille pour Blackwell Industries. Je ne sais pas ce qu'il y fait. » Il sortit son téléphone et afficha la vidéo de plus tôt. Il la fit défiler jusqu'à trouver une image montrant les 4 hommes. « Voici une photo. Je sais que ce n'est pas la meilleure. »« Compris, » dit Trevor. « Tu veux une surveillance de l'intérieur de chez lui ainsi que de chez toi. »« Oui, si tu peux le faire. »
J'ai une clé si tu la veux. Je n'ai pas vu de système de sécurité, mais ça ne veut rien dire. Trevor prit la clé et l'examina. Pas de problème. Comment as-tu eu ça? Au fait, je l'ai prise du porte-clés de Vanessa. Trevor hocha la tête. Tu réalises que tu ne pourras probablement pas utiliser de vidéo de l'intérieur de chez lui comme preuve. C'est ça. C'est ça. Dit Ethan. Je m'en doutais. C'est personnel. Je me fiche de ce qui est légal ou non pour le moment. Je comprends, dit Trevor. Ethan lui tendit une clé de rechange de sa maison. Voici une clé pour cet endroit. Il écrivit un numéro à 4 chiffres et le lui tendit. Et voici le code de mon système de sécurité. Je ne pense pas avoir besoin de la clé. Si tu veux, je peux installer du matériel pendant que je suis ici. Des caméras cachées, de l'audio, tout le tout team. Je peux même enregistrer ce qui se dit sur ta ligne fixe. Fais-le. Combien tout cela va me coûter? Ne t'inquiète pas pour ça, dit Trevor. Tu m'as sauvé la mise en Afghanistan. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour toi. Merci, vieil ami. Laisse-moi au moins couvrir tes frais. D'accord, si tu insistes. Que as-tu d'autre? Tu m'as montré une partie de la vidéo que tu as prise. Pourquoi ne pas la revoir et voir si on peut trouver des indices? Ethan relança la vidéo et la fit démarrer depuis le début. Arrête-toi là, dit Trevor. Ethan mit la vidéo en pause. Tu peux reculer un peu. Ethan fit comme demandé, et ils regardèrent à nouveau. La caméra avait clairement capté des résidus sur la table basse et sur le nez de Vanessa. Merde, dit Ethan. Je l'ai vue au moment où elle se redressait. Mais ça ressemble clairement à de la cocaïne sur la table. Oui, en effet, dit Trevor. Intéressant. As-tu déjà su que Vanessa en consommait auparavant? Ethan secoua la tête. Non, jamais. D'accord, voyons ce qu'il y a d'autre. Ils continuèrent à regarder. La vidéo montrait quand Ethan s'est assis sur le canapé en face de Vanessa. Attends. Trevor mit la vidéo en pause. Qu'est-ce que c'est que ça? Il montra quelque chose sur le canapé 2 places. Ethan regarda attentivement et vit que c'était la bague de Vanessa. Je l'ai vue juste avant de m'évanouir, mais je pensais que je voyais des choses. Je parie qu'elle l'a enlevée juste après que je sois allé aux toilettes. Il relança la vidéo et ils purent voir quand les drogues commencèrent à faire F. Ils virent la caméra pointée vers le haut alors qu'ils s'allongeaient et regardèrent les autres le fixer. Ils entendirent Vanessa lui demander s'il allait bien et Dylan lui dire de faire une sieste. Puis ils virent Vanessa se pencher sur lui et lui chuchoter à l'oreille. Ethan se souvenait de cela, mais il n'avait aucun souvenir de ce qu'ils avaient entendu ensuite. « Tu es sûr que tu ne veux pas l'attacher pour qu'il nous regarde ?» demanda l'un des hommes. « Non, » dit Vanessa. « C'est suffisant pour une nuit. Nous avons toute la semaine. Tu sais, nous pouvons toujours monter d'un cran s'il ne suit pas le programme. » Dylan dit que nous pourrions toujours arranger qu'il ait un malheureux accident avec les dossiers financiers. Rien de permanent, juste assez pour ruiner sa réputation. Ethan sentit son visage rougir en entendant Vanessa s'en mêler. « C'est quelque chose que j'aimerais voir, dit-elle. »« Vraiment ?» demanda l'un d'eux. « Bien sûr, pourquoi pas, dit-elle. Peut-être que si tu es gentil, tu pourras faire plus. » Ils rirent tous. « Sérieusement, Dylan, est-ce qu'il va bien? Tu ne lui as pas donné trop. N'est-ce pas? Demanda Vanessa. Il ira bien, dit Dylan. Il dormira environ 12 heures, se réveillera avec un léger mal de tête. Il pensera qu'il a juste trop bu. Demain, je lui présenterai des possibilités plus intéressantes. Dylan continua, d'ici la semaine prochaine, le vieil Ethan sera tellement compromis. Il fera tout ce que nous voudrons. Dommage que cher papa ne soit pas là pour voir son chouchou tomber. C'est pour ça que tu le détestes autant, entendit-il Vanessa demander. C'est tout ce dont j'ai entendu parler quand j'étais à l'université, dit Dylan amèrement. Sur la façon dont le bon vieil Ethan est allé à l'école tout en servant son pays. Sur la façon dont il a travaillé pour se faire une place. Parfois, je pensais que papa le préférerait comme fils plutôt que moi. Eh bien, devine quoi, papa? Je suis le patron d'Ethan maintenant. J'ai la femme d'Ethan et d'ici la semaine prochaine ton chouchou sera ruiné. Ils rirent tous à cela.
vous êtes avec moi là-dessus, les gars, demanda-t-il. Ils entendirent les trois répondre oui. Et toi, Van? Tu es avec moi? Parce que si tu ne le es pas, dis-le-moi maintenant et je te promets que tu te retrouveras dans la rue avec lui. Je suis avec toi, dit Vanessa doucement. D'ailleurs, j'en suis venu à trop apprécier cela pour y renoncer. Ils supposèrent qu'elle faisait référence à quelque chose de physique car ils ne pouvaient pas voir ce qu'elle montrait. Très bien alors, dit Dylan. Allez, montons. Il n'y eut plus de mouvement dans la vidéo, mais ils purent entendre des sons provenant de la chambre jusqu'à ce qu'Ethan arrête l'enregistrement. Ethan enfouit sa tête dans ses mains. Trevor posa une main rassurante sur son nez. Paul. Je sais que c'est difficile, mais nous t'aiderons à traverser cela. Ethan hocha la tête. Merci, Hawk. Qu'est-ce que tu vas faire? Je divorce d'elle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je comprends, dit Trevor. Pourquoi ne t'éloignes-tu pas d'ici pendant quelques jours? Laisse-moi et mon équipe s'en occuper. Qu'est-ce que tu comptes faire? Demanda Ethan. C'est probablement mieux si tu ne sais pas, dit Trevor. Je peux te dire ceci. Nous venons d'assister à une conspiration criminelle. Si j'ai mon mot à dire, quelqu'un ira en prison. Mais nous devons te sortir d'ici un moment. Mais je peux aider, protesta Ethan. Trevor secoua la tête. Non, tu es en danger en ce moment, et la dernière chose dont nous avons besoin est que tu t'en prennes à l'un d'eux. Tu te souviens du vieux sergent Williams? Eh bien, il est à la retraite et à Vegas maintenant. Il me doit une faveur ou trois. Il avait dit qu'il me trouverait un endroit où dormir quelques jours si jamais je voulais lui rendre visite. Je l'appellerai et verrai ce qu'il peut faire pour toi. Ethan hocha la tête. D'accord, laisse-moi équiper l'endroit pour l'audio et la vidéo, puis je partirai. Tu dois rester discret. Merci, Hawk. Tu es un bon ami. J'apprécie. Trevor sourit. Quand tu veux, mon frère. Nous veillons sur les nôtres. Ah, répondit Ethan avec un faible sourire. Il sortit sur le porche arrière avec une bière pendant que Trevor installait le système audio et vidéo dans le salon et les chambres. Trevor mit également le téléphone de la maison sur écoute, le configurant de manière à ce que tout l'audio et la vidéo soient stockés sur un serveur cloud accessible de n'importe où sur Internet. Quand il eut terminé, il donna à Ethan l'adresse du serveur et les identifiants. Il montra également à Ethan l'interrupteur qui lui permettrait d'activer et de désactiver le système de surveillance. J'appellerai le sergent demain et te dirai ce qu'il dit. D'une manière ou d'une autre, nous te sortons d'ici. Ne fais rien de stupide. Tu m'entends? Je t'entends, Hawk. Je l'espère. Tiens bon, mon ami. Je te tiendrai au courant. Je le ferai. Merci encore pour tout. Après le départ de Trevor, Ethan alluma son ordinateur et consulta ses comptes bancaires. Il en avait toujours un ouvert avant de se marier, qui était à son seul nom. Depuis qu'il avait épousé Vanessa, il déposait 10% de ses revenus sur ce compte comme fonds de prévoyance. Il avait espéré utiliser cet argent pour une croisière, un cadeau surprise pour Vanessa. Mais ces jours-là étaient révolus. Il transféra la moitié de tout ce qu'il y avait sur leur compte joint vers son ancien compte, puis remboursa et annula leur carte de crédit conjointe. Il avait toujours une carte à son seul nom, de son compte d'origine. La désactivant, il emballa assez de vêtements pour quelques jours et jeta les valises dans sa voiture. En rentrant, son regard tomba sur le portrait de mariage accroché au mur au-dessus de la cheminée. Vanessa était si belle dans sa robe de mariée ce jour-là. Il avait été l'homme le plus heureux du monde et pensait avoir décroché le gros lot. Mais plus maintenant. Rempli de rage face à sa trahison, il saisit un grand couteau de chasse et détruisit le portrait. Une fois terminé, il regarda autour de lui et décrocha toutes les photos qui incluaient Vanessa. Toutes furent jetées dans la cheminée. Il courut à l'étage et sortit sa robe de mariée du placard, puis la jeta également dans la cheminée. Il envisagea de tout brûler sur le champ, mais décida d'attendre. À ce moment-là, il était rempli d'une haine aveugle et bouillonnante envers elle, et voulait qu'elle soit personnellement témoin de leur mariage partant en fumée. Puis il eut une autre idée. Saisissant une bouteille de bière, il retourna sur le canapé et prit son téléphone. Il s'envoya la vidéo par email et la vérifia sur son ordinateur portable. Il écrivit une lettre soigneusement formulée à chaque membre du conseil d'administration et à Philip Morgan, le PDG par intérim, expliquant en détail ce qui s'était passé.
Il se souvint de quelque chose que Robert lui avait dit. Le conseil ne réagirait pas bien aux menaces, mais il réagirait à une analyse attentive et réfléchie de toute situation. Il ne connaissait pas très bien Philippe, n'ayant parlé avec lui que quelques fois, mais espérait qu'il était aussi raisonnable que les membres du conseil. Sans menacer personne, il rappela au conseil que Dylan, en tant que cadre, était tenu d'agir conformément à la clause de moralité de son contrat de travail, et que ses actions, ainsi que celles de Vanessa, étaient exactement le genre de choses que la clause de moralité avait été rédigée pour aborder. Il leur rappela également que leurs actions n'étaient pas seulement de nature criminelle, mais pouvaient déclencher des poursuites judiciaires et un scandale, du genre à pouvoir facilement détruire une entreprise comme Garrison Financial. Elle. Euro rappela son temps passé au sein de l'entreprise, leur faisant part de son grand respect pour Robert. Il exprima l'espoir qu'il ferait ce qui est juste. Il lut et relut sa lettre, modifiant quelques mots ici et là. Quand il fut satisfait, il rédigea un email joignant la lettre et la vidéo et l'envoya à Philippe ainsi qu'à chaque membre du conseil, leur disant qu'il serait en vacances pour la semaine, mais qu'on pouvait le joindre par email ou par téléphone. Il soupçonnait qu'il n'entendrait probablement rien avant mardi, et d'ici là, il prévoyait d'être hors de la région. Il se cala, alluma une cigarette et la posa dans le plat à bonbons, regardant la chaleur de la cigarette allumée brûler le visage de Vanessa sur la photo au fond. À ce moment-là, c'est exactement ce qu'il voulait lui faire. Il prit son téléphone et le déverrouilla. Il connaissait le code puisqu'il l'avait configuré pour elle quand elle l'avait eu. Il parcourut ses messages textés et devint encore plus furieux. Il semblait que les deux étaient impliqués depuis au moins 6 mois. Mais ce n'est qu'au cours des 3 derniers mois que Vanessa avait commencé à le dénigrer ouvertement auprès de Dylan dans leurs messages. Il trouva de nombreuses photos, des clichés de Dylan et Vanessa ensemble dans ce qui ressemblait à des boîtes de nuit, peut-être à New York. Il y avait d'autres images compromettantes qu'il ne voulut pas examiner de trop près. Elle avait également stocké des vidéos sur le téléphone, des enregistrements qui montraient clairement que ce n'était pas un événement isolé. Il copia tout ce qu'il put et se l'envoya par email en utilisant son appareil. À ce moment-là, il avait bu 6 bières et fumé la moitié d'un paquet de cigarettes, écrasant les mégots sur son visage au fond du plat. Il regarda dehors et vit que le soleil avait déjà commencé à se lever. Bientôt, pensa-t-il, elle serait debout et saurait qu'il était parti. Il estima qu'elle se réveillerait dans 1 heure ou 2. Il attrapa son fusil de chasse, s'assura qu'il était chargé et verrouilla les 2 serrures de sa porte. Puis il se rallongea sur le canapé, son fusil de chasse à côté de lui, et tenta de dormir. Vanessa se réveilla et regarda l'heure sur la table de nuit à côté du lit de Dylan. Il était 8h30. Elle sortit du lit et alla à la salle de bain pour se rafraîchir. Dylan et les autres commencèrent à s'agiter et étaient debout au moment où elle sortit. Dylan enfila une robe de chambre et regarda Vanessa. « Tu veux descendre et prendre cul. Le petit déjeuner était-il prêt? Ethan voudrait probablement du café quand il se réveillerait. » Oui, bien sûr, dit-elle. Elle enfila une robe de chambre, descendit pieds nus et se dirigea vers la cuisine. Elle fit couler du café et alla dans le salon pour réveiller son mari. Puis elle réalisa avec un sursaut qu'il n'était pas là. La couverture qu'elle avait mise sur lui était repoussée, et ses chaussures avaient disparu. Elle courut au rez-de-chaussée, pensant qu'il était peut-être dans la salle de bain, mais il n'y était pas. En regardant par la fenêtre d'entrée, elle réalisa que leur voiture avait disparu. Elle se retourna et vit sa bague posée sur son sac à main, qui gisait sur le côté de la table basse. « Oh, mon Dieu !» halta-t-elle. Elle monta les escaliers en hurlant. Dylan l'arrêta alors qu'elle entrait dans la chambre principale. « Qu'est-ce qui ne va pas? »« Il est parti, » dit-elle. « Comment ça, parti? »« Il est parti. Il a dû se réveiller au milieu de la nuit et partir. Il a pris la voiture et a laissé son alliance. Tu ferais mieux de l'appeler pour voir si tu peux le retrouver. Dis-lui qu'il doit venir te chercher. »« D'accord, » dit-elle. Elle redescendit et rangea la bague d'Ethan dans son sac à main. Elle chercha son téléphone, mais il n'était pas là. Elle était certaine de l'avoir apporté la veille au soir. Elle ne partait jamais sans. Puis Dylan arriva en bas. « Mon téléphone a disparu. »« Ce n'est pas grave. Utilise le téléphone fixe. »« Tu ne comprends pas. Je ne vais jamais nulle part sans lui. Il est plein de messages, ainsi que des photos et vidéos que tu m'as envoyées. S'il l'a, il les a probablement vues. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce que nous devons faire, c'est le faire venir ici. Les garçons et moi nous en occuperons.
Maintenant, appelle-le. Vanessa hocha la tête et décrocha le téléphone dans le salon de Dylan. Elle compulsa nerveusement le numéro de portable d'Ethan, espérant qu'il répondrait. Allô. Il semblait s'être juste réveillé. Ethan, mon chéri, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux, bon sang, grogna-t-il. Vanessa recula. Il ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Elle réalisa qu'il devait être extrêmement en colère. Ethan, mon amour, tu n'étais pas là quand je me suis levé et je me suis inquiété pour toi. Tu vas bien? Qu'est-ce que ça peut te faire, bon sang? Mon chéri, j'ai besoin que tu viennes me chercher chez Dylan. Pourrais-tu faire ça pour moi, s'il te plaît? Ethan éclata de rire. Va te faire voir. J'étais peut-être crédule hier, mais ce n'est plus le cas, et tu n'auras plus jamais le droit de m'appeler mon chéri, mon amour ou quoi que ce soit d'autre. Ethan, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi. Plaida-t-elle. Je t'aime. Oui, bien sûr. Raconte-moi une autre histoire. Ethan, nous devons parler. Absolument. Mais d'abord, j'ai besoin que tu viennes chez moi et que tu me récupères, dit-elle. Mauvaise réponse, dit-il, la faisant reculer de nouveau. Il n'y a aucune chance que j'aille là-bas. Si tu veux rentrer, tu peux marcher ou appeler un Uber. La seule chose dont nous avons à parler, c'est comment nous allons tout partager. Comment ça, tout partager, demanda-t-elle. C'est ce qui arrive généralement lors d'un divorce. Je ne veux pas divorcer. S'il te plaît, pouvons-nous surmonter cela? Je n'avais pas non plus envie d'être drogué et humilié. Rentre simplement si tu ressens le besoin de parler. Mais je te préviens, ne laisse pas Dylan ou aucun de ces autres Y amener. Et si l'un d'entre eux met les pieds chez moi, je leur ferai sauter la cervelle. Que Dieu m'aide. Tu me comprends? Oh, d'accord. J'appellerai un Uber. Fais ça. Et assure-toi d'avoir de l'argent liquide ou ta carte bancaire. Pourquoi, demanda-t-elle. Parce que ta carte de crédit ne fonctionne plus. Pourquoi ma carte de crédit ne fonctionne-t-elle plus? Parce que je l'ai annulée la nuit dernière. Oh, dit-elle doucement. Au fait, tu saurais où est mon téléphone? Oui, il est là, sur la table basse. J'ai une collection intéressante de photos, de fichiers et de vidéos. Au fait, maintenant je sais ce que Dylan et toi faisiez ces 3 derniers mois, quand vous prétendiez être en voyage d'affaires. Ça va vraiment aider mon dossier de divorce. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Ethan, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tais-toi et garde tes excuses bidons pour quelqu'un que ça intéresse, dit-il. Maintenant, si tu veux venir me parler, fais-le maintenant tant que tu le peux et viens seul. J'arrive, Ethan, dit-elle, mettant fin à l'appel et posant le téléphone. Elle regarda Dylan. Alors, demanda Dylan. Il ne vient pas, elle dit, je dois y aller et lui parler. D'accord, nous Y emmènerons alors. Elle secoua la tête. Non, il est armé. Et il a dit que si l'un d'entre vous se montrait, il vous tuerait. Je pense qu'il le pense vraiment. Tu ne l'as pas entendu. Je ne l'ai jamais entendu aussi en colère de ma vie. Dylan réfléchit un instant, puis entra dans son bureau. Il en revint avec une seringue à la main. Voici ce que nous allons faire. Mets ça dans ton sac à main. Tu appelles un Uber et nous te suivrons jusqu'à chez toi. À la première occasion, tu retires le capuchon et tu injectes tout ça dans son bras. Ensuite, tu m'appelles, nous serons proches et nous viendrons le chercher pour le mettre dans le coffre de ma voiture. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle. C'est juste un mélange spécial que j'ai fait préparer pour lui, dit Dylan. Des sédatifs et quelque chose pour l'assommer. Ça agit assez vite. Ne t'inquiète pas, ça ne lui fera pas de mal. Pique-le avec ça et quand il sera inconscient, tu m'appelles. Compris? Il lui tendit la seringue et elle la rangea soigneusement dans son sac à main. D'accord, dit-elle. Promets-moi juste que vous ne lui ferez pas de mal. Nous ferons de notre mieux, n'est-ce pas, les gars, ajouta-t-il, regardant les 3 hommes qui riaient. Il se tourna de nouveau vers Vanessa. Vas-y, commande ton transport. Elle organisa le passage d'un chauffeur Uber pour la prendre en charge dans une demi-heure et remonta se préparer. Quand le chauffeur arriva, elle monta dans la voiture et partit.
Dylan et ses 3 amis montèrent dans sa voiture et la suivirent, se garant à environ un pâté de maison. Aucun d'eux ne remarqua la camionnette blanche garée dans la rue en face de la maison de ville de Dylan quelques minutes après qu'il eut parlé à Vanessa. Le téléphone d'Ethan sonna de nouveau. Il vit que c'était Trevor, alors il répondit, « Quoi de neuf ? Je voulais juste te faire savoir que mon équipe a intercepté une conversation entre ta femme et ses complices. Les merveilles de la technologie moderne, mon ami. Tu serais étonné de ce que nous pouvons faire de nos jours avec un micro parabolique. Quoi qu'il en soit, ta femme prend un Uber et ses complices vont suivre derrière. Ils prévoient de te droguer avec quelque chose et ensuite de t'enlever. Quoi que ce soit, c'est dans son sac à main. Apparemment, elle va te l'injecter dès qu'elle en aura l'occasion. Mon équipe suivra Dylan et sa bande quand ils partiront. » Merde, dit Ethan. Oui. Quoi qu'il en soit, sois juste prudent. Je t'enverrai un message quand ils partiront. Allume le matériel de surveillance quand elle arrivera et je le surveillerai. Je suis juste en bas de la rue. J'appellerai les flics le moment venu. Sois juste prêt. D'accord. Merci. Il attendit et reçut le message environ une demi-heure plus tard. En mouvement. L'heure du spectacle. Ethan savait qu'il avait environ 20 minutes avant leur arrivée. Il cacha le fusil de chasse là où il savait que Vanessa ne le remarquerait pas tout de suite et alluma le matériel de surveillance. Il alla dans la cuisine et attrapa un sac Ziploc en plastique pour la seringuer un mouchoir. Il vit l'Uber s'arrêter devant sa maison et regarda Vanessa payer le chauffeur et descendre de la voiture. Elle semblait exceptionnellement nerveuse et gardait sa main sur son sac à main, qu'elle portait en bandoulière sur son épaule gauche. Il appuya sur l'interrupteur pour allumer la cheminée et regarda les photos et sa robe prendre feu. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit lentement. Elle haleta en entrant et sentant la fumée de cigarette. Ethan s'en fichait royalement. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit le portrait détruit au-dessus de la cheminée et s'écarquillèrent encore plus quand elle regarda sa robe et ses photos en train de brûler. « Ma robe de mariée !» s'exclama-t-elle. « Nos photos, Ethan, pourquoi fais-tu ça ?» Les larmes coulaient sur son visage, mais il restait impassible. « Je voulais que tu vois par toi-même ce que tes actions nous ont fait. » Elle regarda les bouteilles de bière et les mégots de cigarettes dans son plat à bonbons adoré. « Je pensais que tu avais une faible tolérance à l'alcool et je n'ai jamais su que tu fumais. » « Je fumais, mais j'ai arrêté. Quant à l'autre, la vérité est que je deviens carrément méchant quand je suis ivre. La dernière fois que j'ai vraiment bu, j'ai failli tuer un homme à main nue. Un homme bien plus grand que moi, d'ailleurs. J'ai fait le choix de ne plus jamais me saouler. Tout comme toi, tu as fait le choix de devenir la maîtresse de Dylan. Oh mon Dieu, Ethan, qu'ai-je fait ? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang ? Tu étais la personne la plus douce, la plus gentille, la plus sensée que j'ai jamais connue. Depuis quand snifes-tu de la cocaïne ? Et qui sont tous ces hommes avec qui tu as couché ? Des clients, pour la plupart, dit-elle doucement. Dylan m'a forcé. Oh, formidable. Tu sais, tes actions pourraient mettre Garrison Financial en faillite. Dis-moi, depuis combien de temps voulais-tu me droguer et détruire ma carrière ? C'était ton idée, ou c'est Dylan qui t'y a poussé ? Elle le regarda, choquée. Je n'ai jamais, commença-t-elle avant qu'Ethan ne la coupe. Ferme-la, dit-il, sortant son téléphone. Il lança la vidéo et la laissa s'entendre, elle et ses complices, parler alors qu'il se tenait au-dessus de lui. Son visage devint livide en entendant ses propres mots. « Comment as-tu eu ça ?» demanda-t-elle. « Ça n'a pas d'importance, dit-il. Ce qui est important, c'est que Philippe et les membres du conseil ont maintenant cette vidéo. La police l'aura aussi. Non seulement nous allons divorcer, mais... Si j'ai mon mot à dire, tu passeras un très long moment en prison. Je veux juste savoir pourquoi. Tu ne comprends pas, elle a dit, c'est une longue histoire. Peut-être que tu pourras me la raconter un jour où je n'aurai pas si envie de te tordre le cou, a dit Ethan. Il la regardait alors qu'elle commençait à ouvrir son sac à main. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, il le lui a arraché de l'épaule et en a vidé le contenu sur la table basse. Il a vu la seringue remplie d'un liquide sombre et l'a ramassée avec le mouchoir qu'il avait mis de côté à cet effet. « C'est ce que tu avais prévu pour moi ?» a-t-il demandé. « Tu sais seulement ce que c'est ?»« Pas exactement » a-t-elle dit doucement. « Pas exactement. Tu veux dire que tu allais m'injecter ça sans aucune idée de ce que c'est vraiment ou de ce que ça pourrait faire ?
Tu es une personne malade. Tu le sais. Est-ce que Dylan t'a dit de faire ça? Elle a hoché la tête. Oui, a-t-elle dit doucement. Je suppose que si Dylan te disait de sauter d'un pont, tu le ferais aussi, n'est-ce pas? Laisse-moi deviner. Tu es censé m'injecter ça, puis l'appeler quand je serai hors d'état de nuire pour qu'il vienne me kidnapper. Ai-je raison, honteuse? Elle a hoché la tête. À peu près. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Tu vas appeler Dylan. Mets le haut-parleur pour que je puisse entendre les deux côtés. Tu vas dire à Dylan que tu as fait ce qu'il a demandé. Je prendrai le relais à partir de là. N'ose pas lui dire que je l'attends. Compris. Tu veux que je lui tende un piège? Oui. Des questions? Elle a secoué la tête. Non. Elle a dit, je comprends. Bien. Maintenant, fais-le et pas de ruse. Ethan l'a regardé appeler et mettre le téléphone sur haut-parleur. Dylan, c'est moi, Van. C'est fait. Il est hors d'état de nuire. Bonne fille. Nous serons là tout de suite. Elle a mis fin à l'appel et a regardé Ethan. Il va me tuer quand il verra que tu n'es pas vraiment inconscient. Tant pis. Souviens-toi, pas de signaux, rien pour lui faire connaître la vérité. Sinon, je pourrais te tuer moi-même. Il s'est assis dans un fauteuil inclinable et a attendu que Dylan entre. Quand il a vu Dylan et ses trois amis à travers la fenêtre, il a fermé les yeux mais les a laissés juste assez ouverts pour qu'ils puissent voir. Dylan a ouvert la porte et est entré. Il a jeté un coup d'œil au désordre avant de commencer à s'approcher d'Ethan. « Tu as bien travaillé », a-t-il dit à Vanessa. « Maintenant, nous allons le mettre dans le coffre. » Dylan s'est penché pour soulever Ethan, mais avant qu'il ne puisse poser la main sur lui, Ethan a ouvert les yeux. Avant que Dylan ne puisse réagir, Ethan l'a attrapé par la gorge et l'a projeté en arrière. Dylan a trébuché et est tombé. Les trois autres sont entrés pour aider Dylan, mais ont été immédiatement maîtrisés par les hommes de Trevor, qui les avaient suivis sur la propriété d'Ethan. Dylan était à genoux, haletant. Ethan s'est levé et s'est dirigé vers lui, le visage tordu de rage. « Fais la paix avec Dieu, Dylan », a grogné Ethan. « Car je suis sur le point de te tuer. » Les yeux de Dylan se sont écarquillés de terreur quand Ethan a sorti son couteau de chasse. Vanessa a reculé d'horreur. « Qui est cette personne ?» pensa-t-elle. Ethan a commencé à se diriger vers Dylan quand il a entendu la voix de Trevor depuis la porte. « Ethan » a crié Trevor, attirant l'attention de tous. « Ne fais pas ça. Lâche le couteau. La police est en route. »« Ce sale type mérite de mourir » s'est exclamé Ethan. À ce moment-là, Trevor était à genoux devant Dylan. « Oui, c'est une ordure et il mérite de souffrir » a dit Trevor. « Mais pas de ta main. Écoute-moi, Ethan. Si tu le tues, il ne sentira plus jamais rien. Il se transformera en poussière dans sa tombe, mais toi, tu finiras en prison. Tu mérites ta vengeance. » Mais quelle sorte de vengeance est-ce là? Ce n'est pas l'Afghanistan, mon ami. Laisse les autorités faire leur travail. S'il te plaît, je te le demande en ami. Pose le couteau et laisse la police l'emmener. Il paiera pour ce qu'il a fait. Ils le feront tous. Ethan a regardé son ami pendant une minute avant de répondre. Il pouvait sentir Dylan trembler de peur pour sa vie. Il a lentement retiré le couteau et a reculé. Dylan a commencé à pleurer. Trevor l'a retourné et lui a fait s'allonger sur le ventre pendant qu'il attachait les mains de Dylan derrière son dos avec des attaches. Trevor s'est ensuite tourné vers Vanessa et lui a dit de s'allonger elle aussi sur le ventre, les mains derrière le dos. Elle a obtempéré et a regardé la cheminée. Des larmes chaudes ont coulé sur son visage alors qu'elle regardait une photo d'elle et d'Ethan prendre feu et se transformer en cendres. Ethan s'est assis sur le canapé et a regardé Trevor s'assurer que Vanessa et Dylan étaient tous deux maîtrisés. Les trois autres étaient dans la cour de devant, également maîtrisés par les hommes de Trevor. Ils ont entendu les sirènes des voitures de police s'arrêter devant la maison d'Ethan. « Donne-moi ton téléphone » a dit Trevor. « Je vais parler à la police avant qu'ils n'entrent. » Ethan a hoché la tête et a donné son téléphone à Trevor. Tandis que Trevor partait, Dylan a levé la tête et s'est tourné vers Ethan. Son sourire narquois avait finalement disparu. « Tu sais, mon père t'a toujours aimé plus que moi » a dit Dylan. Ethan a secoué la tête.
Ce n'est pas vrai, Dylan. Il a toujours espéré que tu deviendrais assez mature pour prendre sa place un jour. M'aurais-tu vraiment tué? Je suppose que nous ne le saurons jamais maintenant, n'est-ce pas, a demandé Ethan en retour. Mais je te garantis que là où tu vas, tu seras entouré de gens qui n'hésiteront pas comme je l'ai fait. Et je te promets que si jamais tu me poursuis comme ça à nouveau, je n'hésiterai pas non plus. Dylan a reposé sa tête sur le sol et n'a rien dit. 3 policiers sont entrés dans la maison et ont évalué la situation. Saisissant Dylan et Vanessa, ils leur ont lu leurs droits Miranda et les ont conduits aux voitures de patrouille. Un agent a regardé la seringue posée sur la table basse dans son sac en plastique et l'a ramassée. C'est ce qu'il comptait utiliser. A-t-il demandé. Oui, c'est ça, a dit Ethan. L'agent a pris des notes pendant qu'il recueillait la déclaration complète d'Ethan. Après environ une demi-heure, il s'est tourné vers Ethan. Tu as eu de la chance. Tu le sais, n'est-ce pas? Non, a répondu Ethan. Mon compagnon d'armes m'a soutenu. L'agent a souri et a hoché la tête. Frère d'armes, a-t-il dit en serrant la main d'Ethan. Ouah, a dit Ethan en réponse. Après leur départ, Trevor est entré dans le salon et s'est assis sur le canapé. Tu en as d'autres, a-t-il demandé en désignant les bouteilles de bière. Crois qu'il m'en reste une ou deux. Un peu tôt pour ça, tu ne crois pas? Après ça? Non, a dit Trevor. Ethan lui a tendu une bouteille froide. Comment vas-tu? Ça va, j'ai l'impression d'être revenu en Afghanistan, cependant. Je suppose que j'ai besoin de décompresser un peu. Oui, à ce sujet. J'ai parlé au sergent Williams ce matin. Il a dit qu'il s'occuperait de tout si tu voulais aller passer quelques jours à Vegas. Il m'a dit de te donner son numéro. Je pourrais bien faire ça. J'ai d'abord quelque chose à régler ici. Trevor a sorti quelques cartes de sa poche et les a tendues à Ethan. Il y a le numéro du sergent si tu veux l'appeler. L'autre carte est celle d'une avocate spécialisée dans le divorce pour laquelle je travaille, Rachel Hawkins. C'est un vrai requin. Elle déteste les tricheurs avec passion. J'ai pris la liberté de l'appeler ce matin. Elle a dit qu'elle t'attendait à son bureau à 8 heures pile lundi matin. Merci, a dit Ethan, hochant la tête pour tout. Et, on se soutient mutuellement, mon frère. Ethan a souri à cela. Ouah, a-t-il dit en réponse. Après avoir fini leur bière, Trevor s'est levé et a regardé autour de lui. On dirait que tu as un peu de ménage à faire ici, alors je vais y aller. À bientôt, mon ami. Je passerai plus tard récupérer tout l'équipement de surveillance. Trevor est parti et Ethan s'est attelé à la tâche de nettoyer la maison. Cet après-midi-là, il a reçu un appel de Philip Morgan. Ethan, c'est Philip Morgan, a dit l'homme âgé quand Ethan a décroché le téléphone. Oui, monsieur Morgan. Que puis-je faire pour vous? Vous pouvez commencer par m'appeler Philippe. J'ai reçu votre email et j'ai regardé la vidéo. Les membres du conseil d'administration aussi. Nous sommes tous d'accord avec ce que vous avez dit dans votre lettre, qui, je dois le dire, était assez impressionnante. Merci, Philippe. Nous avons également convenu que l'emploi de Vanessa et de Dylan devrait être résilié immédiatement, d'autant plus qu'ils sont tous deux en détention en ce moment. Je me rends personnellement à la prison du comté pour m'en occuper. J'apprécie cela. Il y a quelques autres choses. Nous pensons qu'il serait bon que tu prennes quelques jours pour aller quelque part et décompresser. As-tu un endroit où tu aimerais aller? Un de mes amis a dit qu'il s'occuperait de moi à Vegas pendant quelques jours. J'ai un rendez-vous avec un avocat spécialisé dans le divorce lundi. Ensuite, je chercherai à partir. Vegas, hein? Eh bien, je ne peux pas imaginer un meilleur endroit pour te vider la tête de tout ça. Fais un bon voyage, Ethan. Et nous te verrons dans une semaine, à partir de lundi. Merci, Philippe. Je le ferai. Il y a juste quelques autres choses. Nous avons unanimement convenu qu'avec le départ de Dylan, tu serais la meilleure personne pour son poste. Moi, a demandé Ethan. Absolument. Nous sommes très impressionnés par la façon dont tu as géré cela, et le conseil d'administration t'observe depuis un certain temps. Je n'hésite pas à te dire qu'ils sont très satisfaits de ton travail. Bien sûr, il y aura une belle augmentation et quelques autres avantages avec cette promotion, mais je pense que tu le mérites. Merci, Philippe. Ne me remercie pas encore.
La première chose que nous avons besoin que tu fasses est de superviser un audit externe. Nous faisons venir des auditeurs d'une firme extérieure pour examiner tout ce que Dylan a touché depuis qu'il est ici. Ils te rapporteront directement, et tu me rapporteras ses découvertes, bonnes, mauvaises ou indifférentes. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai appris depuis l'envoi de cet email que Dylan avait incité Vanessa à interagir de manière inappropriée avec certains de nos clients. Grand Dieu, dit Philippe. Eh bien, je vous laisse cela entre de bonnes mains. En attendant, bon voyage et on se voit lundi prochain. À bientôt, Philippe. Merci. Après l'appel de Philippe, Ethan a fini de nettoyer la maison, puis a tondu la pelouse comme il le faisait habituellement le samedi. Il a ensuite appelé le sergent Williams, et les deux ont fait le point sur tout. Alors, tu veux venir quelques jours pour t'amuser un peu, demanda le sergent. Oui, bien sûr. D'accord, viens. Je te trouverai une belle chambre et je te montrerai comment ça marche. Ensuite, tu te débrouilleras seul. Et s'il te plaît, n'oublie pas que c'est Las Vegas, pas une zone de guerre. Ils en rirent. Je m'en souviendrai, sergent, dit Ethan. À lundi soir. À bientôt, Ethan. Trevor est passé et a récupéré son équipement. Je voulais juste te donner quelques nouvelles. Les flics ont fouillé la maison de ville de Dylan et sont tombés sur une mine d'or. Une tonne de preuves, de drogue, d'enregistrements, de dossiers. Il semble que ce vieux Dylan était un sacré numéro. Un ami à moi de la police a dit qu'il ne serait pas surpris s'il y avait d'autres choses illégales parmi tout ce qu'il avait. T'es ramassé. Bon sang. Trevor est resté dîner et Ethan s'est endormi peu après, épuisé tant mentalement que physiquement. Le lendemain, Ethan se mit à jeter toutes les affaires de Vanessa dans des sacs poubelles. Il les a traînées jusqu'au garage et a décidé d'attendre pour tout emmener à Godwill tant qu'il ne saurait pas avec certitude qu'elle irait en prison. Lundi matin, il était au bureau de Rachel Hawkins à 8h pile et fut escorté à l'intérieur. Elle a examiné ses preuves et ses documents et a pris des notes pendant qu'il parlait. Elle l'a informé des lois sur le divorce de l'Illinois et a expliqué que tout est généralement divisé à parts égales puisqu'il n'avait pas d'enfant. Elle a expliqué que, la maison étant la sienne avant leur mariage, le tribunal lui permettrait probablement de la garder puisqu'il avait déjà séparé leurs comptes bancaires. Elle a dit que le tribunal donnerait très probablement la moitié encore sur leur compte joint à Vanessa. Elle a également expliqué que son adultère ne pourrait pas être évoqué dans le divorce lui-même. Cependant, les accusations criminelles contre Vanessa seraient très probablement prises en compte par le juge dans toute ordonnance. Elle a également dit qu'il était très improbable qu'il ait à payer une pension alimentaire à Vanessa pendant son incarcération, bien que cela puisse changer lors de sa libération. Je ferai tout mon possible pour que cela se passe le plus facilement possible, dit Rachel. Je rédigerai les documents et les ferai signifier. Si elle les signe tels quels, je les présenterai au juge. À partir de là, il s'agira d'attendre 6 mois. Ethan a accepté et lui a versé des honoraires d'avance pour son travail. Avant de partir, il est passé par la prison du comté sur le chemin du retour pour faire savoir à Vanessa qu'il demandait le divorce. Il s'est assis à la table et a regardé quand on l'a fait sortir. Elle avait l'air exténuée et la combinaison orange ne la mettait pas en valeur. Ils ont pris les combinés pour pouvoir communiquer à travers l'épaisse vitre de plexiglas. Bonjour, Vanessa. Bonjour, Ethan. Je voulais juste te faire savoir que j'ai vu un avocat aujourd'hui et que je demande le divorce. Je m'en doutais, dit-elle. Quand est ton audience de comparution? Demain matin, lui dit-elle. Le procureur demande que nous soyons détenus sans caution. Je pense que ce serait probablement le mieux. Dis-moi quelque chose, et je veux la pure vérité. Quoi donc, demanda-t-elle. Qu'est-ce que diable t'est arrivé? Elle baissa les yeux, embarrassée. Au début, les choses se passaient plutôt bien au travail. Dylan semblait être un cadre comme les autres. Les choses n'ont vraiment commencé qu'après le décès de Robert. Dylan était furieux de ne pas avoir été promu et il t'en a blâmé. Il a dit que son père avait probablement tout arrangé pour que tu obtiennes ce poste à terme. C'est fou, dit Ethan. Robert a toujours dit qu'il espérait que Dylan deviendrait un jour PDG. Je sais, dit-elle. Nous sommes allés à New York ce week-end-là et c'est là que tout a commencé. Nous étions dans un club avec des gens de l'un de nos clients, à danser et à boire. Rien de trop extravagant. Oui, j'ai un peu flirté, mais je ne pensais pas dépasser les bornes. Elle marqua une pause avant de continuer.
La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'ai commencé à me sentir vraiment bizarre et avant de m'en rendre compte, j'étais au lit avec 2 des autres gars. Dylan nous a rejoints plus tard. Elle marqua une nouvelle pause. Le lendemain matin, j'ai réalisé ce qui s'était passé, et je me suis senti vraiment coupable. Ensuite, Dylan m'a montré des photos et une vidéo qu'il avait prise. Il a dit que je devrais faire tout ce qu'il voulait ou il s'assurerait que tu les reçoives, alors il t'a fait chanter, dit Ethan. Et je parie qu'il t'a aussi drogué. Oui. Il me l'a avoué plus tard. Je ne suis pas surpris. Ils ont trouvé une tonne de drogue chez lui. C'est lui. Qui t'a fait prendre de la cocaïne? Elle hocha la tête. Oui. Et d'autres choses aussi. Alors, avec combien de nos clients as-tu fini? Elle haussa les épaules. Je ne sais pas. Plusieurs. Dylan a tout organisé. Et c'est à peu près ce que je faisais chaque fois que nous allions quelque part. Ethan secoua la tête. D'après la vidéo que j'ai tournée, on aurait dit que tu étais plutôt enthousiaste à l'idée de tout ça, me droguer, me monter pour que je paie pour des crimes financiers. Dis-moi, le dîner de mercredi était-il vraiment à propos du projet Blackwell? Elle secoua la tête. Non, dit-elle doucement. Nous préparions la fête de vendredi, alors tu as tout planifié à l'avance. Vanessa hocha la tête. Oui, dit-elle doucement. Je suis désolé, Ethan. Oui, c'est à peu près la première chose que tu as dite avec laquelle je suis d'accord. Crois-tu que tu pourras un jour me pardonner? Il ricana avant de répondre. Non seulement non, mais putain non. Tu m'as trompé avec ce crétin, et Dieu est. Le sait combien d'autres. Ensuite, tu as comploté avec lui pour me droguer et détruire ma carrière. Tu es folle. Et ne me demande même pas si nous pouvons être amis. Je comprends, Ethan, dit-elle. J'espère que tout cela en valait la peine pour toi. Au revoir, Vanessa. Il raccrocha le téléphone et la regarda faire de même, des larmes coulant sur ses joues. Il est rentré chez lui, a fait ses bagages et est parti pour Vegas. Il a retrouvé le sergent Williams, et les deux ont évoqué de vieux souvenirs pendant le dîner. Ensuite, le sergent lui a fait visiter les environs et lui a donné quelques conseils pour les tables de jeu, puis l'a escorté jusqu'à sa chambre. Quand ils sont entrés, Ethan a vu une charmante jeune femme assise sur le lit. Elle s'est levée quand ils sont entrés. Ethan, voici Sophia, dit le sergent William. Elle sera ton guide pendant ton séjour ici. Sergent, ce n'est vraiment pas nécessaire, dit Ethan. N'importe quoi, mon gars. C'est exactement ce dont tu as besoin après ce que ta femme t'a fait subir. Détends-toi. Amuse-toi bien. Et n'oublie pas, ce qui se passe ici reste généralement ici. Ils en rirent tous. Eh bien, je dois y aller. Amusez-vous bien, les jeunes, ajouta-il avant de partir. Ethan se tourna vers Sophia. Dis-moi, es-tu une escorte, commença-t-il. Plus maintenant. Grâce au sergent, dit Sophia. Il m'a sorti d'une très mauvaise situation. Et grâce à lui, je suis sobre, je vais à l'école et j'ai un vrai travail. Il m'a parlé un peu de toi et m'a demandé si ça ne me dérangerait pas de passer du temps avec toi. C'est tout. Si tu veux, je partirai et ne te dérangerai plus jamais. Non, dit Ethan. Tu as raison. J'aurais bien besoin de compagnie en ce moment. Et tu es une femme très charmante. Voudrais-tu aller prendre un verre ou quelque chose? Ça me plairait bien, dit-elle en souriant. Ils sont allés au club, ont pris quelques verres, puis ont discuté et dansé pendant quelques heures avant de revenir à sa chambre. Elle a passé la nuit à l'aider à oublier ses soucis. Il s'est réveillé le lendemain matin pour la trouver à ses côtés. Ensuite, ils ont pris une douche ensemble et se sont habillés. J'ai des cours aujourd'hui, mais je peux te retrouver ici ce soir si tu veux, dit-elle. Ça marche, dit-il. Ils s'embrassèrent avant qu'elle ne parte et il descendit prendre son petit déjeuner. De là, il est allé au casino pour tenter sa chance à quelques jeux. Il a suivi les conseils du sergent et est reparti cet après-midi-là avec environ $300 supplémentaires en poche. Il les a dépensés pour un dîner, des boissons et un spectacle avec Sophia ce soir-là. Ils sont allés au club, ont pris quelques verres, puis ont discuté et dansé pendant quelques heures avant de revenir à sa chambre. Elle a passé la nuit à l'aider à oublier ses soucis. Il s'est réveillé le lendemain matin pour la trouver à ses côtés. Ensuite,
Ils ont pris une douche ensemble et se sont habillés. J'ai des cours aujourd'hui, mais je peux te retrouver ici ce soir si tu veux, dit-elle. Ça marche, dit-il. Ils s'embrassèrent avant qu'elle ne parte et il descendit prendre son petit déjeuner. De là, il est allé au casino pour tenter sa chance à quelques jeux. Il a suivi les conseils du sergent et est reparti cet après-midi-là avec environ $300 supplémentaires en poche. Il les a dépensés pour un dîner, des boissons et un spectacle avec Sofia ce soir-là. Le reste de la semaine se passa de la même manière, et quand arriva le vendredi, il était prêt à rentrer chez lui et à poursuivre le cours de sa vie. Sofia détestait le voir partir, mais elle comprenait. Elle lui a donné son numéro de téléphone et son adresse e-mail au cas où il voudrait la recontacter. Il l'aimait bien mais ne pensait pas que cela deviendrait une relation sérieuse. Elle était tellement plus jeune et avait toute la vie devant elle. Pourtant, il pensa, qui sait? Il est rentré chez lui en voiture, un sourire aux lèvres, avec des souvenirs de S. Sofia dansait dans sa tête. Quand il rentra chez lui, il prit connaissance des nouvelles concernant Vanessa et ses complices. Le juge, après avoir examiné les preuves présentées par le procureur, ordonna leur maintien en détention sans caution. Il reçut également la confirmation de Rachel que Vanessa avait été signifiée de ses papiers de divorce. Selon Rachel, Vanessa les avait immédiatement signés et les documents avaient été déposés auprès du tribunal. Dans 6 mois, il serait débarrassé d'elle pour de bon. Le lundi suivant, il alla travailler et découvrit que toutes ses affaires avaient été transférées dans l'ancien bureau de Dylan. Tout le monde l'accueillit et lui souhaita bonne chance dans son nouveau poste. Il s'installa dans son nouveau bureau et rencontra les auditeurs externes. Il les mit à l'aise et fut présenté à sa nouvelle assistante, Claire Baudin. Il la connaissait depuis qu'elle avait commencé à travailler pour l'entreprise quelques années auparavant. Il aimait Claire, savait qu'elle était mariée et qu'elle avait reçu d'excellentes évaluations de ses précédents superviseurs. Elle connaissait aussi sa situation et était très attentive à ne pas l'aborder avec lui. L'audit révéla plus que quelques irrégularités dans les documents de Dylan. Pour commencer, il avait falsifié ses notes de frais lors de plusieurs voyages qu'il avait effectués avec Vanessa. Ensuite, les auditeurs découvrirent que Dylan avait mal géré certains comptes de leurs clients. Cela fut immédiatement signalé à la SEC, et Dylan se retrouva bientôt confronté à des accusations fédérales. Ethan et Philippe passèrent beaucoup de temps au cours des mois suivants à nettoyer le désordre que Dylan avait laissé derrière lui. Heureusement, ils ne perdirent aucun client grâce à leur intervention rapide, mais eurent plusieurs discussions très inconfortables avec des cadres dirigeants qui étaient, à juste titre, contrariés. Pendant ce temps, Ethan resta en contact avec Sofia, principalement par email. Finalement, elle l'informa qu'elle avait rencontré quelqu'un à l'école et qu'ils étaient assez sérieux l'un envers l'autre. Il ne fut pas surpris et lui souhaita le meilleur. En même temps, les procès de Vanessa et Dylan traînaient en longueur. De nouvelles accusations furent ajoutées et les requêtes allaient et venaient. Ethan se retrouva à témoigner contre sa femme et ses co-conspirateurs, bien que son équipe de défense ait tenté de le décourager de le faire, lui disant qu'il n'était pas tenu de témoigner contre sa propre femme. « Je n'y suis peut-être pas obligé, mais je le veux, dit-il à son avocat. D'ailleurs, dans quelques semaines, elle ne sera plus ma femme. » Le jury fut choqué d'entendre son témoignage et encore plus choqué lorsque la vidéo qu'Ethan avait filmée ce vendredi soir-là leur fut présentée. Finalement, le jour arriva où le jury annoncerait ses verdicts. Ethan et Philippe s'assirent dans la salle d'audience et regardèrent Vanessa, Dylan et les 3 autres hommes être amenés. Aucun d'eux ne put regarder Ethan en face. À ce stade, le procès était devenu une sorte de cirque médiatique. L'audience fut ouverte et le juge demanda si le jury avait rendu sa décision. Le président se leva et annonça qu'il l'avait fait. Tout le monde retint son souffle tandis que le juge énumérait les chefs d'accusation, qui incluaient la conspiration en vue de commettre une agression et un enlèvement. Dylan faisait face à des accusations supplémentaires concernant les drogues trouvées dans sa maison de ville et des preuves de crimes financiers. Ils furent tous déclarés coupables de chaque accusation portée contre eux. Le juge fixa la date de la peine et les 5 conspirateurs désormais condamnés furent emmenés hors de la salle d'audience. Ethan et Philippe sortirent, frôlant la foule de journalistes qui leur braquaient des caméras au visage. Environ 10 jours plus tard, ils furent condamnés. Le juge expliqua clairement qu'il était profondément dégoûté par les 5 et imposa de lourdes peines. Les 3 complices de Dylan reçurent les peines les plus légères, mais durent néanmoins faire face à 20 ans de prison. Vanessa fut condamnée à 25 ans de prison à perpétuité et Dylan écopa de 50 ans de prison à perpétuité pour ses crimes.
Il devrait également faire face à des accusations fédérales portées par la SEC qui seraient traitées devant un tribunal fédéral. Vanessa sanglotait tandis qu'elle était emmenée hors de la salle d'audience, tandis que Dylan baissa simplement les yeux de honte alors qu'il était emmené. Le temps de Dylan en prison se termina environ 6 mois plus tard lorsqu'il fut retrouvé mort sous la douche. Il semblait qu'il avait irrité les mauvaises personnes qui n'appréciaient pas son attitude arrogante. Un mois après la condamnation, Ethan était assis dans son bureau, examinant des documents, lorsque Claire le sonna à l'interphone. « Monsieur Crawford, le docteur Kristen Chambers est ici pour vous voir. » Le nom attira l'attention d'Ethan. « Faites-la entrer. » La porte s'ouvrit et Ethan vit une jolie blonde entrer dans son bureau. Ses cheveux tombaient sous ses épaules, et elle était vêtue de manière professionnelle, d'une jupe qui tombait juste en dessous de ses genoux. Elle sourit en s'approchant de lui tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Monsieur Crawford. » Il lui serra la main et l'invita à s'asseoir. « S'il vous plaît, appelez-moi Ethan. Voulez-vous quelque chose à boire? Café? Thé? Un café serait merveilleux. Noir, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, appelez-moi Kristen. » Ethan demanda à Claire de leur apporter à chacun une tasse de café et s'assit tandis que son assistante quittait le bureau. « Chambers, » dit Ethan, la regardant. « Êtes-vous parente de Robert? Sa fille, peut-être? » Elle sourit et secoua la tête. « Non, je suis sa nièce. »« Je vois. Je suis surpris de ne pas vous avoir rencontré avant. Je pensais avoir rencontré pratiquement T. Out le monde dans la famille de Robert. J'ai été très occupé. J'étais en France quand mon oncle Robert est décédé et je n'ai pas pu revenir pour ses funérailles. Alors, que puis-je faire pour vous? Demanda-t-il. Je voulais juste rencontrer l'homme qui a fait tomber mon cousin. Je suppose qu'il y a peu d'affection mutuelle entre vous deux. Elle secoua la tête. Non, aucune, dit-elle doucement. Je suis juste contente de voir qu'il a enfin été forcé de payer pour ses crimes. Je suis vraiment désolée pour ce qu'il vous a fait. D'après ce que je sais de vous, vous ne méritiez rien de tout cela. J'ai beaucoup entendu parler de vous par mon oncle. Je vois que vous êtes docteur. Êtes-vous médecin? Non, j'ai un doctorat en commerce et en économie. J'enseigne à Northwestern. Mon oncle et moi partagions beaucoup des mêmes intérêts, mais je suis plus orienté vers le milieu universitaire. Et non, je ne suis pas intéressé par le fait de déménager dans le bureau de coin à l'étage. Ethan rit à cela. Ils parlèrent encore un moment avant qu'elle ne dise qu'elle devait retourner travailler. Ethan ne voulait pas que la conversation se termine. Et à vrai dire, cette femme l'intéressait. Écoutez, Kristen, j'aimerais continuer cette discussion avec vous. Disons, autour d'un dîner. C'est-à-dire, si cela ne vous dérange pas d'être vu en public avec un homme qui n'a qu'un MBA. Elle sourit et ses yeux pétillèrent. Il n'y a rien de mal à avoir un MBA. Et j'adorerais être vu avec vous en public. Un dîner serait formidable. Que diriez-vous du restaurant Gibson S ce soir à 19 h? Elle lui tendit une carte avec son numéro et son adresse. Gibson S, alors, dit Ethan, prenant la carte. Je viendrai vous chercher à 18h30 si cela vous convient. À tout à l'heure, Ethan. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, dit-elle avant de partir. Ce soir-là, Ethan apprit de Kristen que Dylan avait tenté de l'agresser des années auparavant, juste après ses 18 ans. Honteuse et craignant d'être blâmée, elle n'en avait jamais parlé à personne, mais avait évité Robert et sa famille autant que possible. Elle avait également évité les relations avec les hommes à cause des actions de Dylan et avait passé des mois en thérapie pendant ses études universitaires. Il lui raconta son expérience avec Dylan et ce qui s'était passé avec Vanessa. Kristen fut choquée mais pas surprise. « Je suis tellement désolée. Vous méritez bien mieux, Ethan. » Ils se fréquentèrent pendant plusieurs mois, tombant amoureux. Elle le plaqua presque au sol, le couvrant de baisers lorsqu'il la demanda en mariage. « Je suppose que c'est un oui » demanda Ethan quand elle le laissa enfin respirer. « Non, c'est un putain de oui. »« Maintenant, porte-moi au lit comme il se doit, » dit-elle avec un sourire. « Oui, madame, » dit Ethan, portant sa future épouse à l'étage. « Oui, » pensa-t-il. Les choses s'amélioraient nettement. 2 ans plus tard, Ethan se tenait dans son bureau de coin. Philippe avait pris sa retraite et le conseil d'administration l'avait unanimement élu PDG.
Il regardait la ligne d'horizon de Chicago, pensant au chemin parcouru. Kristen était maintenant sa femme depuis 18 mois, et ils attendaient leur premier enfant. Elle continuait d'enseigner à Northwestern, et ils avaient acheté une belle maison à Evanston, près de l'université. Il pensait occasionnellement à Vanessa. Elle était toujours en prison et le serait encore pendant de nombreuses années. Il avait appris par Rachel qu'elle avait tenté de le contacter à plusieurs reprises, mais il avait donné pour instruction à son avocat de refuser tout contact. Trevor était devenu l'un de ses amis les plus proches et consultait souvent Garrison Financial sur les questions de sécurité. Sophia avait obtenu son diplôme et épousé son amour d'université. Elle lui avait envoyé une invitation de mariage, qu'il avait poliment déclinée, mais il avait envoyé un cadeau généreux. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Kristen. « Bébé bouge. J'ai hâte que tu rentres. Je t'aime. » Il sourit et lui répondit par SMS. « Je t'aime aussi. Je pars maintenant. » En rangeant sa mallette, Ethan réfléchit aux vieux conseils de Robert. Fais attention aux détails. Fais confiance à ton instinct et tu ne te tromperas jamais. Ces mots lui avaient sauvé la vie une fois, et il l'avait mené à une nouvelle vie, une meilleure. Il éteignit les lumières et rentra chez lui, auprès de sa femme et de leur avenir.